L'odeur de Gardinas me serre toujours le cœur désormais. C'est le parfum préféré d'Iris, celui qu'elle porte tous les jours, et par extension, celui qui imprègne les costumes d'Isaac lorsqu'ils passent chez eux, dans leur penthouse familial. Je peux le sentir maintenant alors que je me tiens dans leur cuisine, censé aider Iris à organiser sa fête d'anniversaire. Mais en réalité, je ne fais que lui jeter des regards furtifs à travers la porte ouverte, où il est assis à la table à manger, examinant des documents avec cette concentration intense qui me fait battre le cœur. Ivy, revenez sur terre. Iris agite la main devant mon visage, ses yeux sombres pétillants d'amusement. Vous recommencez. Je recommence quoi? Je réponds trop vite, les joues déjà en feu, fixant mon frère comme s'il était de la dernière part de gâteau au chocolat dans un camp pour obèses. Elle sourit sans méchanceté. Ça fait quoi, 6 ans maintenant, depuis l'université? Tu ne crois pas qu'il est temps de, je ne sais pas, lui parler? Il ne sait même pas que j'existe, marmonné-je en me retournant vers le plan de table sur lequel nous sommes censés travailler. Je ne suis que la meilleure amie invisible de sa sœur. C'est vrai. Depuis 7 ans que je connais Iris, son frère jumeau m'a regardé directement peut-être 5 fois. Et je veux dire vraiment regarder, pas le signe de tête poli qu'il me fait quand je suis dans son champ de vision périphérique. 5 fois en 7 ans, je les ai comptés. J'ai mémorisé chaque occasion comme une adolescente pathétique et amoureuse, même si j'ai 26 ans et que je devrais vraiment savoir mieux. Isaac Moretti est tout ce dont je devrais m'éloigner. Dangereux, froid, complètement inaccessible. Il dirige l'entreprise familiale, que tout le monde sait être un euphémisme pour désigner le crime organisé, même si personne ne le dit jamais à voix haute. Il est aussi d'une beauté absurde, du genre à rendre les femmes stupides. Avec sa mâchoire carrée, ses yeux gris orageux et son costume italien parfaitement taillé qui coûte probablement plus cher que ma voiture. Et il me traite comme un meuble. Je l'ai vu charmer des sénateurs, intimider des rivaux et séduire une parade de mannequins aux longues jambes qui s'accrochent à son bras comme des accessoires coûteux. Mais moi, je n'obtiens qu'une distance polie, le genre de courtoisie que l'on accorde à une plante en pot. Il sait que tu existes, dit Iris en retournant à son ordinateur portable où nous sommes censés finaliser la liste des invités. Il est juste compliqué avec les amis de sa sœur. Compliqué comment? Elle me lance un regard que je n'arrive pas à déchiffrer. Juste compliqué. Crois-moi, c'est mieux ainsi. Avant que je puisse lui demander ce que cela signifie, mon téléphone vibre. Une notification Tinder. Marcus, 28 ans, banquier d'affaires, veut savoir si je suis libre pour prendre un verre vendredi soir. Il est séduisant, d'une manière rassurante et ennuyeuse. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour me remettre de cette obsession ridicule pour Isaac Moretti. J'accepte avant de pouvoir trop réfléchir. Finalement, Iris attrape mon téléphone pour voir le message. Marcus a l'air normal, comme quelqu'un qui a un vrai travail et tout. C'est pour quand? Vendredi. Un verre sans prise de tête. J'essaie de paraître plus enthousiaste que je ne le suis. Rien de sérieux, juste pour essayer quelque chose de nouveau. Bien. Tu as besoin de sortir. Peut-être que si tu sortais avec quelqu'un, tu cesserais de te languir. Elle s'interrompt, jetant un coup d'œil vers la salle à manger, où Isaac est toujours absorbé par son travail. Je suis son regard malgré moi. Il a retiré sa veste de costume, retroussé ses manches pour révéler ses avant-bras, qui ont figuré en bonne place dans plusieurs de mes rêves les plus inappropriés. Ses cheveux bruns tombent légèrement sur son front, tandis qu'il lit, et je regarde ses lèvres bouger silencieusement alors qu'il examine le document qui retient son attention. Mon Dieu, je suis pathétique. Je ne me languis pas. Je mens. J'apprécie simplement la vue, comme on apprécie une œuvre d'art dans un musée, à distance respectable, sans la toucher. Bien sûr, Iris ne semble pas convaincue. Eh bien, vendredi, tu apprécieras une vue différente. Une vue qui pourrait bien te rendre l'appareil. Ces mots me blessent plus qu'ils ne le devraient, car elle a raison. Isaac Moretti ne m'appréciera jamais. Je ne suis qu'Ivy Bennett, la fille qui travaille comme coordinatrice d'événements pour un modeste hôtel-boutique, qui porte des talons raisonnables et possède exactement 3 robes assez belles pour le monde d'Iris. Je ne suis pas le genre de femme qui lui fait tourner la tête. Je suis déjà debout, prête à partir, rassemblant mon ordinateur portable et mon téléphone. Quand Isaac finit par parler, sa voix porte depuis la salle à manger, ce grondement grave qui me fait des choses à la colonne vertébrale qui devraient être illégales.
Iris, j'ai besoin que tu regardes ces contrats. Je suis occupé, répond-elle joyeusement. Ivy et moi sommes en train d'organiser ma grande fête d'anniversaire. Ça peut attendre? Non. Un seul mot, ferme, autoritaire, avec ce ton qui montre qu'il a l'habitude d'être obéi. Je déteste la façon dont cela fait battre mon cœur plus vite. Iris lève les yeux au ciel, mais se lève. Donne-moi 5 minutes, me dit-elle. Ne pars pas encore. Nous devons encore finaliser la question du gâteau. Elle disparaît dans la salle à manger et je me retrouve seul dans la cuisine, essayant tant bien que mal de ne pas écouter leur conversation. Je n'y parviens pas, bien sûr. Ils parlent de routes maritimes, de territoires et de pourcentages qui confirment exactement ce que tout le monde sait, mais ne disent pas à propos des affaires de la famille Moretti. Je fais défiler mon téléphone, faisant semblant d'être absorbé par le profil de Marcus, quand je le sens. Cette sensation de picotement qui signifie que quelqu'un m'observe. Je lève les yeux et aperçois Isaac debout dans l'embrasure de la porte, ses yeux gris fixés sur moi avec une intensité qui me coupe le souffle. Voici le numéro 6, Ivy. Il prononce mon nom comme s'il en testait le poids sur sa langue, comme s'il était surpris de me trouver ici, même si je viens au moins 2 fois par semaine. Isaac. J'ai réussi à garder une voix calme, même si mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine. Il traverse la cuisine avec cette grâce prédatrice qui lui est propre, se déplaçant avec une violence à peine contenue dans son costume coûteux. Il est maintenant assez proche pour que je puisse sentir son parfum, une odeur sombre et boisée qui me donne envie de me pencher vers lui. Tu sors ce vendredi? Ce n'est pas vraiment une question, plutôt une accusation déguisée en demande polie. Mon téléphone est toujours dans ma main, le profil de Marcus visible à l'écran. La chaleur envahit mes joues. Comment as-tu... J'ai fait attention. Son regard se pose sur mon téléphone puis revient sur mon visage. Marcus Henderson, banquier d'affaires, divorcé depuis 6 mois, conduit une Tesla, vit dans le quartier financier. Je le fixe du regard. As-tu vérifié les antécédents de mon rendez-vous Tinder? Je vérifie les antécédents de tous ceux qui entrent dans l'orbite de ma sœur. Les mots sont désinvoltes, mais quelque chose de dangereux se cache derrière eux. Protocole de sécurité de base. Je ne fais pas partie de l'entourage de ta sœur. Je suis sa meilleure amie. Il y a une différence, non? Il s'appuie contre le comptoir et soudain, la cuisine me semble trop petite, l'air trop étouffant. Tu es toujours là. Tu connais notre famille. Tu es assez proche pour être utilisé si quelqu'un voulait s'en servir. L'implication me frappe comme un coup de massue. Je ne suis pas une personne à ses yeux. Je suis un risque potentiel pour la sécurité. Eh bien, merci de m'avoir prévenu, dis-je en me levant et en attrapant mes affaires avec plus de force que nécessaire. Je m'assurerai de dire à Marcus de courir dans l'autre direction. Je ne voudrais pas compliquer vos protocoles de sécurité. Je suis presque arrivé à la porte quand sa main attrape mon poignet. Pas fort, juste assez fermement pour arrêter mon élan. Ce contact fait courir un frisson électrique le long de mon bras. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Je me suis tourné vers lui. La colère a finalement pris le dessus sur le désir pathétique que je nourrissais depuis des années. Parce que de mon point de vue, tu m'as traité comme si j'étais invisible pendant 7 ans. Et maintenant, tu t'intéresses soudainement à ma vie amoureuse. Sa mâchoire se crispe. Je n'ai pas dit que je m'intéressais à ta vie amoureuse. Alors laisse-moi partir. Il le fait, mais pas avant qu'une lueur ne passe dans ses yeux. Quelque chose qui ressemble presque à du regret. Profite bien de ton rendez-vous, Ivy. La façon dont il le dit fait penser à une menace. Le vendredi arrive trop vite. Je passe un temps embarrassant à me préparer, essayant 4 robes différentes avant de choisir une robe portefeuille noire, qui, selon Iris, met mes courbes en valeur de manière criminelle. Mes cheveux blonds foncés tombent en boucle sur mes épaules, et je me suis maquillé avec plus de soin que d'habitude, optant pour un look naturellement beau qui m'a en fait pris 1 heure à réaliser. Marcus a suggéré de se retrouver dans un bar à vin à Tribeca, un endroit chic mais pas intimidant. Parfait pour un premier rendez-vous. Je me dis que je suis excité en enfilant mes talons et en attrapant ma pochette. Je me dis que je ne pense pas à Isaac, je mens sur les 2 points. L'Uber m'attend en bas de mon appartement et je m'apprête à monter à bord lorsque mon téléphone sonne. Iris, salut, quoi de neuf? Une urgence, sa voix est tendue, elle a du mal à réprimer un rire. J'ai besoin que tu passes au penthouse avant ton rendez-vous. Ça ne prendra que 5 minutes. Promise, Iris,
Je suis littéralement en train de monter dans la voiture. S'il te plaît, c'est important. Une affaire de famille. J'ai besoin de toi. Je soupire et demande au chauffeur de me conduire à la Penthouse Moretti. Quoi qu'il en soit, j'espère que ce sera rapide. Le portier me reconnaît et me laisse passer sans poser de questions. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage me semble plus long que d'habitude. Mon estomac est noué par une anxiété que je ne parviens pas à nommer. Quelque chose ne va pas. La porte de la penthouse n'est pas verrouillée. Oui, ce qui n'est pas inhabituel. Ce qui est inhabituel, c'est le silence. Normalement, il y a de la musique, Iris au téléphone ou le bourdonnement général de l'activité qui remplit leur espace. Iris, j'appelle en entrant. Où es-tu? Dans le salon. Je suis sa voix, mes talons claquant sur le sol en marbre. Le salon est vide, à l'exception d'Isaac, debout près des baies vitrées, un verre de whisky à la main, me tournant le dos. Où est Iris? Elle a dû sortir. Il ne se retourne pas. Une urgence à la galerie. Ma peau se hérisse d'inquiétude. Tu as dit qu'elle avait besoin de moi pour une affaire de famille. J'ai menti. Cette confession fait battre mon cœur à toute vitesse. Je recule d'un pas vers la porte. Je dois y aller. J'ai un rendez-vous. C'est alors qu'il se retourne et l'expression de son visage me glace. Fini la distance polie, la courtoisie prudente. Ce que je vois maintenant, c'est une fureur brute, à peine contenue. Si tu fais un pas de plus vers cette porte, grogne-t-il d'une voix basse et menaçante, je ne serai pas responsable de ce qui se passera ensuite. Je me fige, la main toujours crispée sur mon sac à main. Isaac pose son whisky sur la table d'appoint avec un soin délibéré, le verre émettant un léger tintement qui résonne de manière incroyablement forte dans le silence soudain. Tous mes instincts me poussent à m'enfuir, mais mes pieds refusent de coopérer. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, finis-je par dire. La colère prend le pas sur ma peur. Vous ne pouvez pas simplement... Vous n'avez pas le droit de me convoquer ici et de me menacer parce que j'ai des projets. Je ne vous menace pas. Il s'avance vers moi avec une grâce prédatrice. Chaque pas est mesuré et déterminé. Je te préviens. Tu me préviens de quoi? D'avoir un rendez-vous normal avec un garçon normal? Ma voix s'élève malgré mes efforts pour rester calme. Désolé si cela interfère avec tes protocoles de sécurité, mais la dernière fois que j'ai vérifié, je ne travaillais pas pour toi. Non. Il s'arrête suffisamment près pour que je doive pencher la tête en arrière pour maintenir le contact visuel. Assez près pour que je puisse voir le muscle de sa mâchoire se contracter. Tu ne travaillais pas pour moi. Tu es la meilleure amie de ma sœur, ce qui fait de toi un membre de ma famille, ce qui signifie que je dois te protéger. Je ne suis rien pour toi. Les mots sortent plus tremblants que je ne le voudrais. Et je n'ai certainement pas besoin de ta protection contre un banquier qui aime le vin et les Golden Retrievers. Tu ne sais rien de ce dont tu as besoin. Sa main se lève et je pense qu'il va toucher mon visage. Mais il s'arrête, ses doigts se refermant en un point. Marcus Henderson a un problème de jeu qu'il cache à son employeur. Il doit de l'argent à des gens qui me font passer pour un enfant de cœur. Et tu as pensé que tu allais simplement le rencontrer seul dans un bar en portant cette robe. Qu'est-ce qui ne va pas avec ma robe? Tout. Le mot est presque un grognement. Absolument tout. La chaleur envahit mes joues, mais ce n'est pas de la gêne. C'est de la fureur. Tu n'avais pas le droit de mener une enquête sur lui. Tu n'avais pas le droit de t'en mêler. Et tu n'as certainement pas le droit de commenter ce que je porte. J'en ai tout à fait le droit. Il est plus proche maintenant, me plaquant contre le mur sans même me toucher. Tu veux savoir pourquoi j'ai gardé mes distances toutes ces années, Ivy? Tu veux savoir pourquoi je te traite comme si tu étais invisible? Oui. L'aveu m'échappe avant que je puisse l'arrêter. Mon Dieu, oui. As-tu la moindre idée de ce qu'ont été ces 7 dernières années? Te voir défiler des femmes ici comme si elles étaient interchangeables. Te voir me regarder comme si je n'étais rien. Quelque chose de dangereux brille dans ses yeux. Tu penses que je te regarde? Tu reconnais à peine mon existence. Parce que si je te reconnaissais, il s'arrête, sa main claquant contre le mur à côté de ma tête, m'emprisonnant. Si je te regardais comme j'ai envie de te regarder, si je te touchais comme j'ai imaginé te toucher pendant 7 putains d'années, ma sœur me tuerait. Et elle aurait raison. L'air s'échappe de mes poumons dans un souffle. Quoi? Tu es hors limite, Ivy. Complètement. Absolument hors limite. Iris m'a fait promettre le jour où elle nous a présenté
que je ne te toucherai jamais, que je ne penserai même jamais à toi de cette façon. Parce qu'elle savait. Sa main libre se lève, son pouce trace le contour de ma mâchoire avec une douceur agonisante. Elle savait que je te détruirais. Je ne peux plus respirer, je ne peux plus penser, je ne peux rien faire d'autre que le regarder, tandis que des années de certitude s'effondrent en poussière. Tu mens. Mais même en le disant, je sais qu'il ne ment pas. J'aimerais que ce soit le cas. Son pouce se déplace vers ma lèvre inférieure, appuyant doucement. Sais-tu ce que c'est que de te voir te promener dans ces petites jupes? De t'entendre rire aux blagues des autres hommes? De te voir te mordre la lèvre quand tu réfléchis? Il me le montre en appuyant plus fort contre ma bouche. Chaque fois que tu faisais ça, j'avais envie de me mordre moi-même, Isaac. Et ce soir, ses yeux se sont posés sur ma robe, parcourant chaque courbe avec une chaleur possessive qui me fait trembler. Tu t'es habillé pour un autre homme. Tu as mis cette robe, tu t'es coiffé, tu t'es maquillé les lèvres de cette couleur dont je rêve. Il s'arrête, serrant les mâchoires. Tu allais le laisser te toucher. Ça ne te regarde pas. Tout ce qui te concerne me regarde. Sa voix devient presque sauvage, même si elle ne devrait pas l'être. Même si j'ai passé des années à essayer de me convaincre du contraire. Tu es à moi, Ivy. Tu as toujours été à moi. Tu n'as pas le droit de me revendiquer maintenant. Je le repousse violemment, mais il ne bouge pas. Pas après 7 ans de rien. Pas après m'avoir fait croire que j'étais folle de te désirer. Tu me désires? Il attrape mes poignets et les plaque doucement contre le mur au-dessus de ma tête. Répète-le. Non. Menteur. Son visage est à quelques centimètres du mien. Son souffle chaud effleure mes lèvres. Ton pouce s'accélère. Tes pupilles sont dilatées. Tu te penches vers moi même si tu me repousses. Alors dis-le, Ivy. Admets que tu me désires autant que je te désire. Je te déteste. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule réponse que tu auras. Je me tortille dans son étreinte, mais cela ne fait que rapprocher nos corps. Il dégage une chaleur intense, et je peux sentir chaque muscle saillant à travers sa chemise. Lâche-moi, Isaac. J'ai un rendez-vous. Ses yeux lancent des éclairs. Tu n'as rien à faire, toi. Tu ne peux pas m'en empêcher. Regarde-moi. Il lâche l'un de mes poignets, sort son téléphone de sa poche et compose un numéro sans me quitter des yeux. Henderson, ici Isaac Moretti. Le rendez-vous avec Ivy Bennett. Il est définitivement annulé. Non, ce n'est pas une demande. Je te suggère de trouver un autre endroit où passer tes vendredis soirs. Un endroit loin de tous ceux qui me sont chers. Au revoir, Marcus. Il raccroche et range son téléphone dans sa poche, puis sa main revient saisir mon poignet. Tu es fou. Je tremble maintenant de colère ou de désir, ou d'un mélange explosif des deux. Tu ne peux pas, si je peux. Je l'ai fait. Son pouce caresse l'intérieur de mon poignet, trouvant mon pouls qui bat de la chamade. Et avant de te donner bonne conscience, pose-toi cette question. Voulais-tu vraiment passer la soirée avec lui, ou voulais-tu simplement te forcer à ne plus me désirer? La justesse de la question me coupe le souffle. Ce n'est pas juste. Rien de tout cela n'est juste, bébé. Cette marque d'affection me touche comme un contact physique. Mais nous avons fini de faire semblant, fini de jouer à ces jeux. Tu veux me détester? Très bien. Déteste-moi pendant que je te montre exactement ce que ces 7 années de retenue m'ont coûté. Il relâche mes poignets. Mais avant que je puisse bouger, ses mains encadrent mon visage. Et il m'embrasse. Pas doucement, pas timidement, mais avec possessivité, avec avidité. 7 années de déni se déversent dans un baiser dévastateur qui me fait fléchir les genoux et s'effondrer ma résolution. Je devrais le repousser, le gifler, sortir en claquant la porte et ne plus jamais lui adresser la parole. Au lieu de cela, je lui rends son baiser. Mes mains s'agrippent à sa chemise, le tirant vers moi alors que sa langue s'introduit dans ma bouche. Il a le goût du whisky, du péché et des terribles décisions que je vais forcément prendre. Quand il s'écarte, nous respirons tous les deux difficilement. Dis-moi d'arrêter. Son front repose contre le mien, ses mains encadrant toujours mon visage. Dis-moi que tu ne veux pas de ça, et je m'en irai. Je recommencerai à t'ignorer, à faire comme si tu étais invisible. Je tiendrai ma promesse à Iris, même si cela me tue. Les mots restent coincés dans ma gorge, car je veux ça. Mon Dieu, aide-moi. Je veux ça plus que tout ce que j'ai voulu dans ma vie. Mais céder signifie la guerre avec Iris. Cela signifie plonger tête la première dans le monde dangereux d'Isaac.
Cela signifie risquer mon cœur pour un homme qui a passé 7 ans à perfectionner l'art de me tenir à distance. J'ai besoin de réfléchir. Je me glisse sous son bras, mettant de la distance entre nous avant de faire quelque chose de stupide, comme le traîner jusqu'à la surface horizontale la plus proche. J'ai besoin de rentrer chez moi et d'y réfléchir. Ivy, non. Je lève la main pour l'arrêter. Tu ne peux pas me lâcher cette bombe et attendre une réponse immédiate. Tu as eu 7 ans pour digérer tout ça. Moi, j'ai eu 7 minutes. Il me regarde avec ses yeux gris intenses et je vois qu'il lutte contre l'envie de discuter. Finalement, il acquiesce. Je vais demander à Marco de te raccompagner chez toi. Je peux prendre un Uber. Marco te raccompagnera chez toi. Ce n'est pas une demande. Et il sera garé devant ton immeuble ce soir. Protocole de sécurité standard. Je n'en ai pas besoin. Tu en as besoin maintenant. Man. Son expression se durcit. Tu sais qui je suis, Ivy. Tu sais qui est ma famille. À la seconde où je t'ai embrassé, tu es devenu une cible. Donc, jusqu'à ce que nous trouvions une solution, tu auras une protection. Ce n'est pas négociable. La réalité de ce qu'il dit s'installe comme un poids sur mon estomac. Il ne s'agit pas seulement d'attirance ou de sentiments interdits. Il s'agit d'entrer dans un monde où les gens deviennent des leviers, où les équipes de sécurité sont nécessaires, où un baiser fait de vous une cible. Qu'avez-vous fait? Je murmure. Quelque chose que j'aurais dû faire il y a 7 ans. Il s'approche de moi, sa main caresse doucement ma joue. Ou peut-être quelque chose que je n'aurais jamais dû faire. Quoi qu'il en soit, c'est fait maintenant. Vous êtes à moi, Ivy. Que vous l'acceptiez ou non, je ne suis pas à vous. Continuez à vous le répéter. Son pouce trace le contour de ma lèvre inférieure gonflée. Mais nous connaissons tous les deux la vérité maintenant. La seule question est de savoir ce que tu vas faire à ce sujet. Je ne dors pas. Je ne peux pas dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je sens les mains d'Isaac sur mon visage. Je sens son goût sur mes lèvres. J'entends sa voix grognante qui me dit que je suis à lui. Marco est effectivement garé devant mon immeuble. Impossible de manquer son SUV noir sous les lampadaires. Isaac appelle ça le protocole de sécurité standard. Une cage avec un intérieur en cuir serait plus juste. À 2 heures du matin, je renonce à dormir et fais quelque chose de profondément stupide. Je lui envoie un SMS. Pourquoi maintenant? Après tout ce temps, pourquoi rompre ta promesse maintenant? La réponse arrive en quelques secondes, comme s'il attendait. Parce que te voir partir avec un autre homme a brisé quelque chose en moi qui était déjà fissuré. Parce que je suis égoïste. Parce que j'ai atteint ma limite en matière de sacrifice noble. Choisis la réponse qui t'aidera à dormir. Je ne dors pas. Moi non plus. Je suis assis dans mon bureau, je bois du scotch et je me souviens de ton goût. Reviens. Non, menteur, tu en as envie. Tu y penses en ce moment même. Il a raison, et je le déteste pour ça. Je pense à enfiler des vêtements et à retourner dans cet appartement terrasse. Je pense à finir ce que nous avons commencé. Je pense à 7 années de désir enfin satisfaites. Iris ne nous pardonnera jamais. La réponse prend plus de temps cette fois-ci. Je sais, mais j'en ai fini de choisir entre vous deux. Je vous choisis tous les deux. Elle devra l'accepter, et si elle ne le fait pas, je perdrai ma sœur jumelle et je te gagnerai. Ce n'est pas un échange idéal, mais je suis prêt à le faire. La désinvolture avec laquelle il le dit me terrifie. Comme si je valais la peine de détruire sa famille. Comme si cette attirance qui couvre depuis des années valait n'importe quel prix. Tu ne peux pas penser ça. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de toute ma vie. Maintenant, arrête de m'envoyer des SMS et va dormir ou viens ici. Ce sont tes deux seules options. Je devrais choisir de dormir, éteindre mon téléphone et régler ça demain matin, l'esprit clair. Au lieu de ça, j'enfile un jean et un pull, je tresse mes cheveux à la française et je sors par l'escalier de secours pour éviter Marco. Si Isaac veut que je vienne le voir, il devra accepter que je ne lui facilite pas de la tâche. L'air nocturne est froid sur mon visage tandis que je parcours à pied le chemin familier qui mène à l'appartement terrasse des Moretti. C'est une marche de 20 minutes. Suffisamment de temps pour remettre en question cette décision insensée. Mais je continue d'avancer poussé par quelque chose de plus fort que le bon sens. Je suis à un demi-pâté de maison lorsqu'une silhouette sort de l'ombre. Mon cœur fait un bond avant que je reconnaisse les larges épaules, le manteau coûteux. Il essaie de se faufiler devant mon petit ange gardien. La voix d'Isaac est amusée, dangereuse. Tu pensais vraiment que je ne saurais pas à la seconde où tu quitterais ton immeuble?
Je ne suis pas ta prisonnière, non. Il comble la distance qui nous sépare en trois enjambées. Tu es quelque chose de bien plus compliqué que ça. De près, je peux voir la fatigue dans ses yeux, la tension dans sa mâchoire. On dirait qu'il mène le même combat que moi. Insomniaque et tendu. Pourquoi es-tu venu? Demande-t-il, ses mains se posant sur ma taille comme si elles y avaient leur place. Je ne sais pas. La vérité me semble plus sûre qu'un mensonge. Peut-être parce que je suis fatigué de me battre. Ou peut-être parce que je veux des réponses qui donnent un sens aux 7 dernières années. Et s'il n'y avait pas de réponse qui ait un sens? Son front touche le mien. Ce geste me devient déjà familier. Et si c'était juste ça? Juste un désir, un besoin et quelque chose qui ne devrait pas exister, mais qui existe quand même. Alors nous sommes tous les deux en difficulté, la meilleure qui soit. Ses lèvres effleurent en les miennes, doucement cette fois. Pour tester. Viens à l'étage. Laisse-moi te montrer ce que ces années ont été pour moi. Des signaux d'alarme retentissent dans ma tête, mais j'acquiesce déjà. Je le laisse déjà me prendre la main et m'entraîner dans le bâtiment. Nous passons devant le portier qui fait semblant de ne pas nous voir et entrons dans l'ascenseur où il me plaque contre la paroi dès que les portes se referment. J'ai essayé si fort de tenir ma promesse. Il murmure contre ma gorge, ses lèvres traçant des motifs qui me font frissonner. Chaque fois que tu entrais dans une pièce, je devais détourner le regard. Sais-tu à quel point c'est difficile quand quelqu'un illumine ton champ de vision comme une supernova? Tu agissais comme si je n'existais pas. J'agissais comme si tu ne m'affectais pas. Ses mains glissent sous mon pull, trouvant ma peau nue. Il y a une différence. Une énorme différence de 7 ans qui m'a lentement tué. L'ascenseur sonne, les portes s'ouvrent sur le penthouse. Il m'entraîne à travers le hall d'entrée, passe devant le salon où tout a commencé, descend un couloir où je ne suis jamais allé auparavant. Son aile privée où les invités ne sont pas admis, sa chambre est exactement comme je l'imaginais. Minimaliste, masculine, dominée par un lit king-size avec des draps intracites. Les baies vitrées donnent sur la ville. Les rideaux sont ouverts pour laisser entrer la lumière des réverbères et des étoiles. Dernière chance de m'enfuir. Il me lâche, recule d'un pas, me laissant le choix. Si tu restes, tout changera. Je ne te laisserai plus partir après ça. Les promesses d'un homme qui a rompu sa promesse à sa sœur. La seule promesse que j'ai jamais rompue. Quelque chose de féroce brûle dans ses yeux. Et je la romprai 1000 fois pour une nuit avec toi. Je devrais partir. Je devrais sauver ce qui reste de mon amitié avec Iris, de ma dignité et de ma vie sûre et sans complications. Au lieu de cela, j'attrape l'ourlet de mon pull. Puis arrête de parler et montre-moi. Ce qui suit n'est pas doux. Ce sont 7 années de retenue qui se brisent, le besoin, le désir et la possession se déversant dans chaque caresse, chaque baiser, chaque mot murmuré contre la peau humide de sueur. Il m'adore avec des mains qui savent exactement ce qu'elles veulent. Sa bouche me conduit au bord de la folie et m'en ramène. Et quand je m'effondre enfin dans ses bras, son nom sur mes lèvres comme une prière, je comprends ce qu'il voulait dire par « tout va changer ». Parce que ce n'est pas seulement du sexe, c'est une revendication, une ligne franchie qui ne pourra jamais être effacée. Après, nous restons allongés enlacés dans ses draps, ma tête sur sa poitrine tandis que ses doigts tracent des motifs aléatoires sur mon épaule nue. La ville scintille derrière les fenêtres, indifférente à la guerre que nous venons de déclencher. Parle-moi de la promesse, dis-je enfin, celle que tu as faite à Iris. Sa main s'immobilise. Tu es sûr de vouloir savoir? J'ai le droit de savoir. Il reste silencieux pendant un long moment. Je pense qu'il ne répondra pas. C'était ton premier jour à Columbia. Iris t'avait amené au dîner du dimanche, elle t'avait présenté à la famille. Tu portais cette robe bleue à petites fleurs. Tu as ri à une remarque de mon père et Il s'interrompt, la poitrine se soulevant sous une profonde inspiration. Je t'ai regardé comme si je voulais te dévorer là, à table, sous les yeux de toute ma famille. Une vague de chaleur m'envahit les joues à cette image. Je ne m'en souviens pas parce que tu étais nerveuse, concentrée sur l'impression que tu voulais faire, mais Iris l'a vu. Après, elle m'a coincé dans mon bureau et m'a fait jurer que je ne te poursuivrai jamais. Elle a dit que tu étais trop bien pour cette vie, trop innocente pour ce que je suis, que si je tenais à toi, je garderais mes distances. Et tu as accepté. J'ai accepté parce qu'elle avait raison. Tu avais 19 ans, Ivy, tu venais d'une petite ville du Connecticut,
Tu étudiais l'histoire de l'art et tu parlais d'ouvrir une galerie un jour. Tu avais des rêves qui n'avaient rien à voir avec le crime organisé ou l'argent sale. Tu méritais mieux que moi. Qu'est-ce qui a changé? Ses bras se resserrent autour de moi. C'est toi qui as changé. Tu as grandi. Tu as cessé d'être cette fille aux yeux écarquillés pour devenir cette femme qui entre dans une pièce comme si elle lui appartenait, qui me tient tête, me défie, voit exactement qui je suis et ne bronche pas. Et ce soir, en te regardant t'habiller pour un autre homme, sachant qu'il allait te voir sourire, t'entendre rire, peut-être te ramener chez lui, sa voix devient rauque. Quelque chose en moi vient de se briser net. Alors, tu as saboté mon rendez-vous. J'ai éliminé une menace pour ma santé mentale. Sa main enserre mon visage, me tournant vers lui. Et je le referai. Je saboterai chaque rendez-vous, chaque flirt, chaque homme qui te regarde un peu trop longtemps. Parce que tu es à moi maintenant, Ivy. Nous le savons tous les deux. Iris va nous tuer. Probablement. Il ne semble pas particulièrement inquiet, mais j'en ai fini de choisir entre vous deux. Je lui ai donné 7 ans. Maintenant, c'est mon tour. Je veux argumenter pour souligner toutes les raisons pour lesquelles c'est une idée terrible. Mais allongez-la dans ses bras, au chaud, triste et revendiqué. Je n'en ai pas la force. Demain, il y aura des conséquences. Demain, je devrais affronter ma meilleure amie et expliquer l'inexplicable. Ce soir, je vais juste être à lui. Je me réveille avec la lumière du soleil qui pénètre par des fenêtres inconnues et le poids chaud du bras d'Isaac autour de ma taille. Pendant un instant, je reste allongé là, à cataloguer les détails. La façon dont son souffle ébouriffe mes cheveux, les muscles solides de son torse contre mon dos, le fait que je sois nu dans le lit d'Isaac Moretti, et oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Arrête de paniquer. Sa voix est rauque à cause du sommeil, ses lèvres effleurent mon épaule. Je sens que tu réfléchis trop. Je ne panique pas, je panique complètement. Je suis juste en train de digérer. Tu digéreras plus tard que peut-être. Il me serre contre lui et je sens à quel point certaines parties de son corps sont réveillées. Pour l'instant, j'ai de meilleures idées. Isaac. Mon téléphone sonne, m'interrompant. Je l'attrape sur la table de chevet. Mon estomac se noue quand je vois le nom de l'appelant. Iris. Ne réponds pas, m'avertit Isaac. Mais j'ai déjà appuyé pour accepter. Salut, où es-tu? Je t'ai envoyé des SMS toute la matinée. Iris semble inquiète, mais pas encore méfiante. Marco m'a dit que tu avais quitté ton immeuble hier soir et que tu n'étais pas revenu. Je jette un coup d'œil à Isaac, qui m'observe avec une expression indéchiffrable. Je vais bien, je suis juste resté chez une amie. Quelle amie? Et pourquoi Marco te suit? Il s'est passé quelque chose, c'est compliqué. Ivy, tu me fais peur. Où es-tu? Isaac me prend le téléphone des mains. Elle est avec moi, Iris. Elle est en sécurité. Silence. Le genre de silence qui précède les ouragans et les explosions. Avec toi. La voix d'Iris est dangereusement calme. Définis avec toi, Isaac. Je pense que tu sais ce que je veux dire. Passe-la-moi tout de suite. Il me rend le téléphone, l'air à la fois résigné et provocateur. Je prends une inspiration et porte le combiné à mon oreille. Iris, mon appartement. Dans 1 heure, tous les deux. Elle raccroche. Je fixe le téléphone éteint dans ma main. Elle va nous tuer. Probablement moi plus que toi. Isaac s'assoit, le drap tombant sur sa taille d'une manière qui me distrait beaucoup trop compte tenu de la crise actuelle. Elle m'a fait promettre. Souviens-toi, tu n'as rien cassé. Moi, oui. Nous savions tous les deux ce que nous faisions. Peu importe. Il se tient debout, magnifiquement nu, rendu et sans aucune gêne, se dirigeant vers la salle de bain. Pour Iris, tu es la victime innocente de ma corruption inévitable. Habitue-toi à cette histoire. Je ne suis pas une victime. Il s'arrête dans l'embrasure de la porte, ses yeux gris croisant les miens. Non, tu ne l'es pas. Mais va essayer de dire ça à ma sœur. 1 heure plus tard, nous sommes assis dans le salon du penthouse, comme des enfants convoqués dans le bureau du directeur. Iris fait les 100 pas devant nous, son expression oscillant entre la fureur, la douleur et quelque chose qui pourrait être de la trahison. 7 ans. Elle s'arrête, fixant Isaac d'un regard qui pourrait couper du verre. Tu m'as promis pendant 7 ans que tu la laisserais tranquille, que tu garderais tes distances, que tu ne ferais pas exactement ce que tu as apparemment fait. Je sais ce que j'ai promis. Alors pourquoi?
Elle se tourne vers moi et la douleur dans ses yeux me serre le cœur. Pourquoi lui, Ivy? Parmi tous les hommes de cette ville, pourquoi fallait-il que ce soit lui? Je n'avais pas prévu ça, n'est-ce pas? Elle rit amèrement. Tu es amoureux de lui depuis l'université. Ne crois pas que je ne l'ai pas remarqué, mais je pensais que tu comprenais pourquoi cela ne pourrait jamais arriver. Pourquoi il est la dernière personne avec qui tu devrais être? Parce qu'il est dangereux. Je me lève afin de la regarder dans les yeux. Parce qu'il fait partie de la mafia. Je sais qui il est, Iris. Je le sais depuis des années. Ce n'est pas une question de qui il est. Elle nous regarde tour à tour, une expression de chagrin traversant son visage. C'est ce qu'il fait aux gens. Comment il les consume jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Je l'ai vu avec toutes les femmes avec qui il a été. Elles y entrent en entière et en ressortent brisées. Je ne suis pas comme toutes les autres femmes. C'est ce qu'elle pensait toutes. La voix d'Iris se brise. Tu es ma meilleure amie, Ivy, et c'est mon frère. Je ne peux pas le laisser te détruire. Il ne va pas me détruire, dis-je, même si je ne suis pas tout à fait sûr d'y croire. Isaac finit par parler, d'une voix calme mais ferme. Je ne vais pas lui faire de mal, Iris. Pas comme tu le penses. Tu ne peux pas promettre ça. Elle le regarde, les larmes brillant dans ses yeux. Tu n'as jamais gardé une femme plus de 3 mois. Tu t'ennuies. Tu passes à autre chose. Tu laisses des ruines derrière toi. En quoi Ivy est-elle différente? En tout, le mot est simple. Absolue, elle est différente parce qu'elle a toujours été différente. Parce que je la désire depuis 7 ans et que j'ai passé chaque jour de ces années à essayer de me convaincre que ce n'était pas le cas. Parce que quand je la regarde, je ne vois pas une distraction temporaire. Je vois le reste de ma vie. Le silence qui suit est assourdissant. Iris regarde son frère comme si elle ne l'avait jamais vu auparavant. Tu viens de dire le reste de ta vie? Il se lève et s'approche de moi, figé près de la fenêtre. Sa main trouve la mienne, nos doigts s'entrelacent. Je suis amoureux d'elle. Je le suis depuis le jour où tu nous as présentés, et j'en ai assez de faire semblant du contraire. Mon cœur s'arrête, redémarre, s'arrête à nouveau. Tu es amoureuse de moi. Les mots sortent à peine plus fort qu'un murmure dévastateur. Il se tourne vers moi et l'honnêteté nue de son expression me coupe le souffle. Pourquoi crois-tu que je suis resté loin? Ce n'était pas seulement la promesse faite à Iris. C'était de l'instinct de survie, car je savais que si je me laissais avoir, je ne voudrais plus jamais rien d'autre. Isaac, je t'aime, Ivy. J'aime ton rire, ta terrible addiction au café et la façon dont tu te mordigues la lèvre quand tu réfléchis. J'aime la façon dont tu me rappelles à l'ordre et dont tu me tiens tête même quand tu as peur. J'aime que tu vois qui je suis et que tu ne t'es pas encore enfui en hurlant. Et je suis terrifié parce qu'aimer toi fait de toi ma plus grande faiblesse. Mais je le fais quand même. Iris pousse un cri étouffé. C'est pire que ce que je pensais. Pour après quoi, je ne peux pas détourner les yeux d'Isaac. Je n'arrive pas à assimiler ce qu'ils viennent de dire. Pourquoi est-ce qu'il parle? Parce qu'il est sincère. Elle s'effondre sur le canapé, la tête entre les mains. Quand Isaac Moretti aime quelqu'un, il ne fait pas les choses à la moitié. Il ne fait rien à moitié. Mon Dieu, vous êtes tous les deux dans de beaux draps. Iris. Je commence, mais elle lève la main. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça, pour comprendre ce que je ressens à propos de ma meilleure amie qui couche avec mon frère jumeau, dont elle est apparemment amoureuse depuis des années, alors qu'il est secrètement amoureux d'elle depuis longtemps, comme dans un mauvais roman d'amour. Elle lève les yeux et, malgré la colère, il y a quelque chose qui ressemble presque à de l'amusement dans son regard. Vous êtes ridicules, tous les deux. Vous le savez. C'est ta bénédiction? Demanda Isaac avec précaution. Ce n'est ni ma bénédiction ni ma malédiction. Vous êtes tous les deux des adultes qui avez fait votre choix. Elle se tient debout et me pointe du doigt. Mais toi, Ivy Bennett, tu vas t'asseoir et me raconter en détail comment cela s'est passé, en commençant par pourquoi tu t'es échappé de chez Marco hier soir. Je ne me suis pas échappé. Tu as littéralement descendu l'escalier de secours. Le sourire narquois d'Isaac est exaspérant. Marco a des caméras thermiques. Tu as des caméras thermiques dans mon appartement. C'est le protocole de sécurité standard. Arrête de dire ça. Je me tourne vers Iris. Regarde ce que j'ai à supporter. Oh, chérie, dit-elle, avec une expression entre la sympathie et la joie sadique. Tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'es embarqué. Bienvenue dans la famille. Les 2 semaines suivantes sont un cours magistral sur la tension sexuelle et la guerre psychologique, car je découvre qu'Isaac Moretti est un homme qui prend les défis très au sérieux.
et je suis apparemment incapable de reculer devant un combat. Tout commence de manière assez innocente. Je me présente pour aider Iris à préparer la fête, vêtu d'une robe d'été qui dévoile juste ce qu'il faut de mes jambes. Rien de scandaleux, juste assez pour faire serrer les mâchoires d'Isaac lorsqu'il entre dans la pièce. C'est nouveau? Demande-t-il, la voix soigneusement maîtrisée. Ce vieux truc? Je lisse ma jupe, observant ses yeux suivre le mouvement. Je l'ai depuis des lustres. Mensonge. Je l'ai acheté hier spécialement pour le rendre fou. Il le sait aussi. Je le vois dans la lueur dangereuse de ses yeux. La façon dont ses doigts se crispent autour de sa tasse de café, comme s'il s'imaginait les crispant autour de toute autre chose. Choix intéressant pour acheter des meubles, commente-t-il, car apparemment, nous aidons maintenant Iris à choisir des meubles pour sa nouvelle galerie. Je peux me changer si c'est inapproprié, lui dis-je gentiment. Non. Le mot sort presque brutalement. Tu es parfaite. Iris jette un regard amusé entre nous, sans chercher à le cacher. Dois-je vous laisser seul ou allez-vous continuer à surveiller ma future galerie? Nous ne le faisons pas, je commence. Absolument. Oh, Shane, confirma Isaac, sans rompre le contact visuel avec moi. Mais nous pouvons faire plusieurs choses à la fois. Cela devient notre routine, dit Thane. Je m'habille pour tuer. Il souffre magnifiquement. Je fais semblant de ne pas remarquer. Il riposte en se tenant trop près de moi, en touchant le bas de mon dos lorsqu'il me guide à travers les portes, en me chuchotant à l'oreille des commentaires qui me font fléchir les genoux. C'est une torture délicieuse et addictive. La véritable guerre commence lorsque je mentionne avec désinvolture, pendant le dîner dans le penthouse, que Marcus m'a envoyé un SMS pour s'excuser d'avoir annulé notre rendez-vous. La fourchette d'Isaac s'arrête à mi-chemin de sa bouche. Il a quoi? Il m'a envoyé un SMS. Je prends une gorgée de vin. L'image même de l'innocence. Il a dit qu'il espérait qu'on pourrait réessayer un jour, qu'il comprenait si je voyais quelqu'un d'autre, mais qu'il voulait rester en contact. Bloque-le. Ça semble impoli, Ivy. Sa voix descend dans ce registre dangereux qui fait battre mon cœur. Bloque-le. Je ne sais pas. Je tapote mon verre de vin du bout des doigts. Il semblait vraiment gentil dans ses messages. Très respectueux, il a mentionné qu'il adorait la randonnée et qu'il avait un Golden Retriever nommé Max. Le verre dans la main d'Isaac se brise. Le vin rouge se répand sur la nappe blanche tandis que des éclats de cristal scintillent parmi les gouttes. Sa paume saigne, mais il ne semble même pas s'en apercevoir. Isaac, Iris se lève d'un bond. Bon sang, ça va? Ça va. Ses yeux ne quittent pas les miens, juste maladroits. Je sais bien que ce n'est pas le cas. Isaac Moretti n'a rien de maladroit. C'était de la jalousie pure et simple, à peine contenue. Laisse-moi voir ta main, dis-je en me levant. Ce n'est rien, Isaac. Je contourne la table et lui prends la main malgré sa résistance. La coupure n'est pas profonde, mais elle saigne abondamment. Allez, la trousse de premier secours. Il me laisse le conduire à la salle de bain, le regard entendu d'Iris me brûlant le dos. À la seconde où la porte se referme, il me plaque contre elle, sa main blessée appuyée contre le bois à côté de ma tête. C'était cruel, grogne-t-il. Qu'est-ce que j'étais? L'image même de l'innocence. Tu sais très bien quoi. Le mentionner. Son Golden Retriever. Les randonnées. Sa main valide se lève pour me gifler. Tu joues avec le feu, bébé. Peut-être que j'aime la brûlure. Tu vas avoir plus qu'une brûlure si tu continues comme ça. Il se penche vers moi, ses lèvres effleurant mon oreille. Tu vas être complètement ruiné pour tout autre homme. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui saigne sur ma chemise. Cela le fait rire. Tu es impossible et tu saignes. Assieds-toi. Je le pousse vers le couvercle fermé des toilettes et sors la trousse de premier secours dessous le lavabo. Laisse-moi soigner ça avant qu'Iris pense que je suis en train de t'assassiner ici. Il me regarde nettoyer la coupure avec une intensité qui me fait trembler les mains. Quand j'ai fini d'enrouler la gaze, il attrape mon poignet et m'attire entre ses cuisses écartées. Je l'ai bloqué, tu sais, après notre première nuit ensemble. J'ai ajouté son numéro à une liste noire. Son pouce trace des cercles sur l'intérieur de mon poignet. Il ne pourrait pas t'envoyer de SMS même s'il essayait. Quoi? Je le fixe du regard. Isaac, c'est possessif, contrôlant, dérangé. Il hoche la tête. Tout ça à la fois. Mais je te l'ai dit, tu es à moi. Je le pensais, tu ne peux pas simplement mettre des gens sur liste noire pour m'empêcher de les contacter, n'est-ce que pas?
Son autre main glisse le long de ma cuisse sous l'ourlet de ma robe d'été. On dirait que je l'ai déjà fait. C'est fou. C'est à ça que ressemble l'amour pour toi chez moi. Ses doigts remontent plus haut. C'est désordonné, possessif, complètement hors de contrôle. Je n'aime pas ça. La porte est là, je devrais partir. Je devrais lui dire que ce comportement est inacceptable et sortir en conservant ma dignité. Au lieu de cela, je l'embrasse. Lorsque nous sortons de la salle de bain 20 minutes plus tard, nous sommes tous les deux complètement débraillés. Iris a débarrassé la table et s'est servi un très grand verre de vin. Des travaux dans la salle de bain? Demande-t-elle innocemment. Tais-toi, marmonné-je, le visage en feu. Pour information, elle s'adresse à Isaac. Si tu lui brises le cœur, j'engagerai quelqu'un pour te casser la figure. La solidarité entre jumeaux a ses limites. Notez, il me tire contre lui, sa main bandée posée de manière possessive sur ma hanche. Mais ce n'est pas son cœur qui devrait t'inquiéter. C'est le mien. Elle va me détruire et savourer chaque seconde, tant mieux. Iris dit, tu le mérites. La guerre s'intensifie. Je commence à passer plus de temps à l'appartement, soi-disant pour aider à organiser la fête, mais en réalité juste pour torturer Isaac de ma présence. Je porte sa couleur préférée, ce vert émeraude profond. Je me mords constamment la lèvre. Je ris aux blagues de son bras droit. Cette dernière a failli coûter son poste au pauvre Tony. Tu flirtes avec mes hommes, m'accuse Isaac un soir, immaculant dans son bureau. Je suis simplement amical. Il y a une différence. Tu as touché son bras. Il me montrait des photos du récital de danse de sa fille. Tu t'es mordu la lèvre en le regardant. Ce n'est pas vrai. J'arrête parce que c'est tout à fait vrai. Es-tu sérieusement jaloux de Tony? Tony qui était marié depuis 15 ans et a 3 enfants. Je suis jaloux de tous ceux qui te font sourire comme ça. Ils s'avancent vers moi d'un pas menaçant, prédateur, tous ceux qui attirent ton attention alors qu'elle devrait être sur moi. Ton ego transparaît. Mon obsession transparaît. Il me plaque contre son bureau et tu continues à l'alimenter, continue à me pousser. Tu veux savoir ce qui se passe quand on pousse un homme dangereux à bout? C'est là que tu menaces de me punir? Non. Ses mains agrippent le bureau de chaque côté de moi. C'est là que je te promets de te faire oublier tous les autres hommes. C'est là que je te prouve qu'aucun flirt, aucune taquinerie, aucun test de ma patience ne changera la vérité fondamentale, à savoir que tu es à moi et que je te garde. La fête a lieu dans 3 jours lorsque les choses finissent par s'envenimer. Je suis dans mon appartement, en train de me préparer pour dîner avec Iris, quand j'entends ma porte s'ouvrir. Avant que je puisse paniquer, Isaac entre comme s'il était chez lui. Comment as-tu obtenu une clé? Je suis un parrain du crime, bébé. Obtenir des clés est le moindre de mes talents. Il ferme la porte derrière lui et s'appuie contre elle. Nous devons parler de l'effraction, du fait que tu ne portes pas encore ma bague. Le monde bascule. Tu es quoi? Il s'approche de moi et sort une petite boîte en velours de sa poche. Je la transporte depuis 1 semaine, en attendant le bon moment. Mais il n'y a pas de moment idéal, parce que c'est nous. Désordonné, chaotique et complètement fou. Il ouvre la boîte, révélant une bague qui me coupe le souffle. Un diamant taille émeraude entouré de pierres plus petites serties dans du platine. Emménage officiellement avec moi. Arrête de faire semblant de ne pas dormir dans mon lit tous les soirs. Isaac, je ne te demande pas encore de m'épouser. Son sourire est dangereux. Je te demande d'arrêter de lutter contre ça. Arrête de me tester. Arrête de nous torturer tous les deux avec ce jeu auquel nous jouons. Et si je dis non, alors j'attendrai. Je te courtiserai comme il se doit. Je ferai tout ce que tu veux. Son pouce trace le contour de ma lèvre inférieure. Mais tu ne diras pas non, car tu le veux autant que moi. Il a raison. Mon Dieu, aide-moi, il a raison. D'accord, d'accord, je vais emménager avec toi. Je me penche vers lui, mais je garde mon appartement pour les moments où tu me rendras folle et où j'aurai besoin d'espace. Marché conclu. Il glisse la bague à mon doigt et elle s'ajuste parfaitement. Bien sûr, je te préviens. Je vais souvent te rendre folle. C'est un peu mon truc. Je compte dessus. Il m'embrasse alors profondément et possessivement. Et je m'abandonne à l'inévitable, à cet homme qui m'aime depuis 7 ans, à cet avenir dangereux et impossible que nous construisons, à être complètement, irrévocablement sienne. La fête d'anniversaire d'Iris est tout ce qu'elle méritait et rien de ce à quoi je m'attendais.
L'espace de la galerie qu'elle a loué se transforme en quelque chose de magique. Des ampoules Edison, des briques apparentes et des œuvres d'art soigneusement sélectionnées. La liste des invités est un véritable who's who de l'élite de la ville, légitime ou non. Et j'y entre en portant la bague d'Isaac. Tu es sûr de toi? Je lui demande alors que Marco gare la voiture devant l'entrée, rendant notre relation publique. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit. Sa main trouve la mienne, son pouce caresse le diamant. Tout le monde saura que tu es à moi ce soir, bébé. Plus besoin de se cacher. Iris va nous tuer pour avoir fait de sa fête notre fête. Elle est déjà au courant. Son sourire est malicieux. Je lui ai dit ce matin, elle m'a jeté un vase très cher à la tête. Isaac, elle m'a raté de peu. Il m'aide à sortir de la voiture et je remarque immédiatement que tous les regards se tournent vers nous. Les gens nous remarquent, nous évaluent. D'ailleurs, elle a dit, je cite, si tu veux la revendiquer publiquement, attends au moins que je sois assez ivre pour profiter du spectacle. Nous entrons et trouvons Iris tenant salon près du bar, resplendissante en rouge et déjà nettement éméchée. Elle nous aperçoit, ses yeux se posent sur ma main et elle sourit. Mesdames et messieurs, elle grimpe sur une estrade voisine. Le champagne clapote. Une annonce. Mon idiot de frère a enfin cessé de se languir pathétiquement et a revendiqué sa femme. Tout le monde a salué Ivy, l'âme courageuse qui a accepté de le supporter. La foule applaudit, rit, trinque. Je suis mortifié, touché et complètement bouleversé. Isaac me serre contre lui, son bras autour de ma taille, possessif et fier. Je t'avais dit qu'elle serait d'accord. Elle est ivre. Elle est heureuse. Il m'embrasse sur la tempe. Elle nous a soutenus depuis le début, même lorsqu'elle essayait de te protéger de moi. Maintenant, elle peut arrêter de jouer sur les deux tableaux. La soirée se déroule dans un tourbillon de félicitations, de questions curieuses et d'évaluations à peine voilées. Certaines personnes sont sincèrement heureuses pour nous. D'autres calculent clairement ce que cela signifie pour les rapports de force et les alliances. Et puis il y a ceux qui me regardent comme si j'étais déjà un fantôme. Ne t'inquiète pas pour eux, murmure Isaac, lisant mon expression, alors que nous dansons un slow sur la musique jouée par un quartet de jazz. Ils sont juste jaloux. Ils pensent que tu vas me détruire. C'est probablement le cas. Son honnêteté est brutale et magnifique, mais tu vas me détruire en retour. C'est comme ça que ça marche. Une destruction mutuelle. C'est romantique, n'est-ce que pas? Absolument. Il me fait tourner et me ramène vers lui. Mon corps s'adapte parfaitement au sien. Tu sais ce que j'ai réalisé cette semaine? Que tu es obsédé par moi. À part ça, ses lèvres effleurent mon oreille. Toutes ces femmes dont Iris a parlé, celles que j'aurais soi-disant brisées, je n'ai jamais rien ressenti pour elles. Pas vraiment. Elles n'étaient que des substituts, des distractions, des moyens de me convaincre que je ne voulais pas ce que je ne pouvais pas avoir. Et maintenant je t'ai toi, et je ne te laisserai jamais partir. Sa main se resserre sur ma taille. Je te préviens, je vais être possessif et exigeant, et je vais probablement te rendre folle régulièrement. Je compte dessus. La chanson se termine et nous nous séparons quand je le sens. Cette sensation de picotement qui annonce des ennuis. Je me retourne et aperçois une femme qui s'approche, grande, blonde et vaguement familière. Isaac Moretti. Son sourire est acéré. Et voici sans doute la femme qui a fini par vous apprivoiser. Natacha. La voix d'Isaac est soigneusement neutre. Je ne savais pas que vous étiez invité. Iris et moi nous connaissons depuis longtemps. Elle me tend la main. Natasha Vulov. Je suis sorti avec Isaac l'année dernière. Je lui serre la main, sentant Isaac se crisper à côté de moi. Ivy Bennett. Enchanté. Quelle jolie bague. Son regard s'attarde sur ma main. Je suis surprise qu'Isaac vous ait donné celle-là. D'habitude, l'émeraude Moretti revient à « ça suffit ». La voix d'Isaac est tranchante comme une lame. Profitez de la fête, Natacha. Elle s'en va avec un sourire entendu. Je me tourne vers lui. C'était quoi, ça? Une histoire ancienne qui essaye de semer la zizanie. Il me guide déjà vers la sortie. Allez, j'ai besoin d'air. Nous nous retrouvons sur le toit de la galerie. La ville s'étend sous nos pieds, tel un tapis de lumière. Isaac desserre immédiatement sa cravate, signe révélateur de stress. Que voulait-elle dire à propos de la bague? Je finis par lui demander. Il reste silencieux pendant un long moment. L'émeraude Moretti revient traditionnellement à la mariée, pas à la petite amie, ni à la fiancée. Quand nous y serons, à la mariée. Mon cœur s'emballe. Isaac,
Je sais que nous ne sommes officiellement ensemble que depuis 2 semaines. Je sais que c'est fou, mais je te désire depuis 7 ans, Ivy. Quand j'ai dit que je voyais le reste de ma vie avec toi, je le pensais vraiment. Il se tourne vers moi, le regard empreint d'une vulnérabilité à fleur de peau. Cette bague appartenait à ma grand-mère. Elle l'a donnée à ma mère. Ma mère allait la donner à celle que j'épouserais. Je te la donne parce que je ne peux imaginer la donner à quelqu'un d'autre. Tu me demandes en mariage maintenant, à la fête d'anniversaire de ta sœur. Je ne te demande pas en mariage. Son sourire est en coin. Pas officiellement. Je te fais simplement part de mes intentions. Quand je te demanderai en mariage, ce sera mieux que ça. Plus romantique, moins angoissant. C'est déjà assez angoissant comme ça. Tant mieux. Il m'attire contre lui. Je t'aime bien quand tu es un peu paniqué. Ça me permet de t'attraper plus facilement quand tu essayes de t'enfuir. Je ne m'enfuis pas. Non. Son front touche le mien. Tu restes immobile. Tu me laisses t'attraper. C'est terrifiant et parfait et tout ce dont je ne savais pas avoir besoin. Je l'embrasse alors, doucement, lentement, avec beaucoup de promesses. Quand nous nous séparons, la ville scintille autour de nous comme si nous étions les deux seules personnes au monde. Ta sœur va être furieuse que nous ayons quitté sa fête, lui fais-je remarquer. Ma sœur est complètement ivre et essaie de convaincre Antonio Russo d'acheter une peinture représentant une banane collée à la toile avec du ruban adhésif pour 50 000 $. Il sourit. Elle ne remarquera même pas notre absence. Nous nous glissons à l'intérieur et découvrons le chaos. Iris a effectivement acculé Antonio, mais elle s'est aussi procuré un micro et porte des toasts qui commencent gentiment, puis dégénèrent en histoires embarrassantes sur l'enfance d'Isaac. Et puis il a pleuré parce que le chiot était trop mignon. Elle raconte que mon grand frère, le méchant parrain de la mafia, est pleuré devant un chiot Golden Retriever. Je vais la tuer, marmonne Isaac, mais il sourit. Tu l'aimes. Malheureusement, il me vole ma coupe de champagne. Allez, sauvons Antonio avant qu'elle ne lui vende quelque chose de ridicule. Le reste de la soirée est un flou parfait. Nous dansons, nous rions et nous regardons Isaac essayer de gérer sa sœur ivre tout en me gardant près de lui. À un moment donné, Iris m'entraîne dans les toilettes pour une conversation sérieuse qui se transforme en une promesse que je lui fais de lui faire du mal s'il me fait du mal. Je suis sérieuse. Elle marmonne en me poussant la poitrine. Tu es ma meilleure amie et c'est mon frère. Mais tu étais à moi en premier, donc s'il foire, je serai de ton côté. Je t'aime, lui dis-je, sincèrement. Je t'aime aussi. Elle me serre fort dans ses bras. Maintenant, va-t'en. Ça fait 5 minutes qu'il fixe la porte comme un chiot perdu. C'est adorable et pathétique. Isaac attend effectivement devant les toilettes, essayant de paraître décontracté, mais échouant complètement. Elle menace de me tuer. Il demande seulement si tu le mérites. C'est juste. Il me prend la main. Prête à partir d'ici? J'en ai marre de te partager avec tout le monde. Nous faisons nos adieux et Iris nous fait promettre de prendre un brunch demain et nous nous échappons dans la nuit. Marco nous ramène au penthouse dans un silence confortable. Le pouce d'Isaac trace des motifs sur ma paume pendant tout le trajet. Dans sa chambre, il m'aide à retirer ma robe avec des mains respectueuses. Je pensais ce que j'ai dit tout à l'heure, murmure-t-il contre mon épaule à propos du reste de ma vie. Je sais. Je me retourne dans ses bras. Et pour information, je suis terrifiée, excitée et complètement amoureuse de toi. Même quand tu es possessif, surprotecteur et que tu casses des verres parce que quelqu'un a mentionné la randonnée. Pour ma défense, il avait un Golden Retriever. Tu es ridicule. Je suis à toi. Il me soulève et me porte jusqu'au lit, complètement, irrévocablement à toi. Alors prouve-le. Il le fait à fond. Et après, blotti dans ses bras, avec la ville silencieuse derrière les fenêtres, je comprends enfin ce qu'Iris voulait dire quand elle disait qu'il ne faisait rien à moitié. Isaac Moretti aime avec la même intensité qu'il met dans tout ce qu'il fait, de manière absolument possessive, de tout son cœur, et je l'aime en retour. 3 mois plus tard, j'emménage officiellement dans le penthouse. Mon appartement devient un entrepôt pour les œuvres d'art qu'Iris insiste pour que je garde pour plus tard. Le placard d'Isaac devient à moitié le mien, même s'il se plaint constamment du nombre de chaussures que je possède. Tu as 37 paires, me dit-il un matin, en regardant les rangées bien organisées. Pourquoi as-tu besoin de 37 paires de chaussures? Pourquoi as-tu besoin de 12 armes à feu? Je rétorque en boutonnant sa chemise, car il dit qu'il aime quand je le fais. C'est différent.
C'est du matériel professionnel. Ce sont des accessoires professionnels pour être belle. Tu serais beau même dans un sac poubelle. Beau parleur. Je finis de boutonner sa chemise et redresse son col. Voilà, tu es présentable. Il attrape mes mains et m'attire vers lui. Je t'aime. Je sais. Je souris contre ses lèvres. Je t'aime aussi, même si tu es ridicule, possessif et probablement cliniquement fou. Probablement, il sourit, mais je suis ta personne ridicule, possessive et cliniquement folle. J'ai de la chance. J'ai beaucoup de chance. Ses mains encadrent mon visage. Arrête d'être adorable ou nous ne quitterons jamais cet appartement. Est-ce que ce serait si grave? Oui, parce que j'ai promis à Iris que nous prendrions un brunch et si nous annulons encore, elle supposera que nous faisons l'amour et fera des commentaires incroyablement inappropriés à ce sujet. Nous faisons l'amour. Elle n'a pas besoin de confirmation. Il me relâche à contre-cœur. Allez. Plus tôt on part, plus tôt on peut revenir. Le brunch avec Iris est devenu une tradition hebdomadaire. Elle a officiellement ouvert sa galerie et profite de ses repas pour nous montrer des photos de ses dernières acquisitions, tout en commentant notre relation. Vous êtes toujours aussi écœurant, observe-t-elle en regardant Isaac me donner une bouchée de son omelette. Ça fait des mois. Quand la lune de miel prendra-t-elle fin? Jamais, répond Isaac avec fermeté. C'est dégoûtant. Mais elle sourit. Très bien. Soyez parfaitement agaçants ensemble. Je m'en fiche. Tu t'en soucies? Je te le fais remarquer. Tu es en train d'organiser notre fête de fiançailles. Notre future fête de fiançailles. Il ne m'a pas encore demandé en mariage. Elle regarde son frère. Pourquoi est-ce si long? Il a peur. Il attend le bon moment. Le bon moment, c'était il y a 7 ans. Tout ce qui a suivi n'est que détail. Je lui donne un coup de pied sous la table. Arrête de le harceler. Je suis sa jumelle. Le harcèlement, c'est mon boulot. Elle vole un morceau de bacon dans mon assiette. Mais sérieusement, vous êtes bien tous les deux. On est bien, disons-nous simultanément, Isaac et moi. D'une façon dégoûtante, j'ajoute. Parfait, déclare Iris. Alors je peux arrêter de m'inquiéter que vous vous entretuiez et revenir à des préoccupations normales, comme savoir si mon installation de boîte de soupe est prétentieuse ou géniale. Définitivement prétentieuse. Isaac dit, tais-toi. Personne ne t'a demandé ton avis. Nous nous chamaillons, nous rions et nous mangeons, et au milieu de tout cela, je surprends Isaac en train de me regarder avec cette expression douce et possessive et complètement amoureuse. C'est ma vie maintenant. Brunch avec les jumeaux Moretti. Vivre dans un penthouse avec un parrain de la mafia. Planifier un avenir qui ne devrait pas avoir de sens, mais qui en a pourtant. Et je n'ai jamais été aussi heureuse.